On raconte qu'un seul homme osa défier l'empire le plus puissant d'Europe et qu'il choisit la liberté au prix de sa vie. Imaginez les brumes froides d'Écosse, les cornemuses sous la pluie des Highlands. Laissez ce récit de courage et d'espérance vous guider vers le sommeil. Installez-vous confortablement et bienvenue sur Histoires au crépuscule. Chapitre 1. Les racines d'un révolté. Partie 1. Les hautes terres au souffle du vent. L'aube naissait sur les hautes terres d'Écosse dans un silence solennel, rompu seulement par le sifflement du vent qui glissait le long des collines couvertes de bruyères. Une brume épaisse, presque tangible, flottait entre les vallées, s'accrochant aux troncs noueux des pins tordus par les siècles. La lumière pâle du soleil peinait à percer ce voile argenté, et chaque rayon qui y parvenait se répandait comme un fil d'or sur les herbes trempées de rosée. L'air sentait la tourbe humide, les mousses anciennes et la fumée des foyers lointains. C'était une terre rude, mais belle, d'une beauté brute, forgée par les vents du nord et les pluies incessantes. Ici, rien n'était offert. Chaque récolte, chaque tête de bétail, chaque pierre d'une maison était le fruit d'un effort patient et acharné. Les collines se succédèrent à perte de vue, parsemées de lochs aux eaux sombres qui reflétaient les nuages bas. Des sentiers étroits serpentaient entre les rochers, tracés par les pas des hommes et des bêtes depuis des générations. Dans ce décor vivait la famille Wallace. Leur maison, bâtie de pierres grises soigneusement assemblées et coiffée d'un toit de chaume épais, se dressait sur un versant abrité, non loin d'un torrent dont le murmure constant accompagnait les jours et les nuits. Les murs épais retenaient la chaleur du foyer où brûlait en permanence la tourbe tirée des marais voisins. L'intérieur sentait le cuir tanné, la laine, le bois sec et le pain cuit sur la pierre. Sir Malcolm Wallace, le père, était un petit propriétaire terrien et un homme d'armes respecté dans la région. Il portait sur ses épaules la fierté tranquille de ceux qui savent d'où ils viennent et ceux qu'ils doivent défendre. Sa femme, Margaret, tenait la maisonnée avec une fermeté douce, mêlant tendresse maternelle et autorité naturelle. Ses yeux clairs semblaient toujours capables de percer les pensées de ceux qui croisaient son regard. William, leur fils, n'était encore qu'un enfant, mais déjà ses pas le portaient souvent loin des murs de la maison. Il aimait courir sur les pentes herbeuses, sentir le vent lui fouetter le visage et la pluie glacée perler sur sa peau. Ses mains connaissaient la rugosité des pierres moussues et la souplesse des jeunes rameaux. Il observait les rapaces planer au-dessus des vallées, cherchant leur proie avec la même patience que les chasseurs du clan. L'enfance dans les hautes terres était faite d'apprentissage constant. Les matinées commençaient tôt. Aller chercher l'eau à la source, nourrir les bêtes, couper le bois, réparer les outils. Chaque geste, aussi banal qu'il paraisse, enseignait quelque chose. La valeur de l'effort, l'attention aux détails, la compréhension du rythme des saisons. Mais au-delà des tâches quotidiennes, il y avait les histoires. Le soir, lorsque le vent hurlait autour de la maison et que la pluie battait les volets, les anciens du clan se rassemblaient près du feu. On racontait les épopées des héros passés, les batailles contre les envahisseurs venus du sud ou de la mer, les serments tenus au prix du sang, les voix graves, le crépitement des flammes et l'ombre dansante des visages gravèrent ces récits dans la mémoire des enfants. William,
écoutait en silence, les yeux grands ouverts, comme s'il pouvait voir défiler ces scènes à travers les mots. Mais ces histoires ne parlaient pas seulement de gloire et de victoire. Elles rappelaient aussi les défaites, les trahisons, les villages brûlés, les terres arrachées. Elles enseignaient que la liberté était un bien fragile, toujours menacé, et que chaque génération devait être prête à la défendre de nouveau. Un soir d'automne, Sir Malcolm emmena William jusqu'au sommet d'une colline voisine. Le ciel était en feu. Des nuages rouges et or s'étiraient à l'horizon, et la lumière se répandait sur les vallées comme une bénédiction. Là, au pied d'un vieux cairn érigé par les ancêtres, son père posa une main ferme sur son épaule. « Regarde, William, dit-il, tout ce que tu vois appartient à ceux qui ont versé leur sang pour que nous puissions vivre libres. Ce n'est pas seulement de la terre, c'est notre héritage, un héritage que l'on ne donne pas, qu'on défend. » Le garçon hocha la tête. Il ne comprenait pas encore toute la portée de ces mots, mais il sentit leur poids, comme un serment silencieux gravé au plus profond de lui. Les jours s'écoulaient, rythmés par les travaux et les saisons. L'hiver, on apprenait à se déplacer dans la neige, à pister les animaux, à trouver un abri sûr dans les collines glacées. L'été, on travaillait aux champs, on entretenait les pâturages, on réparait les clôtures. William suivait son père et ses oncles, absorbant chaque savoir transmis, chaque technique, chaque ruse pour survivre dans une terre qui ne pardonnait pas la faiblesse. Mais au fil des années, un autre vent commença à souffler, plus froid, plus menaçant. Des patrouilles anglaises apparaissaient sur les routes. Elles portèrent des bannières étrangères et exigeaient vivres, bêtes ou hébergement. Parfois, elles s'installaient plusieurs jours dans un village, laissant derrière elles un mélange de peur et de rancune. Les discussions autour du feu devinrent plus prudentes, les regards plus méfiants. Un après-midi, revenant seul de la chasse, William aperçut, au loin, une fumée noire s'élevant derrière une colline. Guidé par une inquiétude sourde, il s'en approcha. Ce qu'il découvrit grava une cicatrice dans sa mémoire. Une ferme réduite en cendres, les bêtes massacrées, le sol noirci par le feu. Les traces de sabots et les débris laissés derrière ne laissaient aucun doute. Des soldats anglais étaient repassés par là. Le soir, il resta longtemps silencieux près du feu. Sa mère finit par lui dire, d'une voix douce mais ferme, « Un jour, William, il faudra choisir, subir ou agir. » Ces mots, simples mais lourds, résonnèrent longtemps en lui. Et dans les nuits suivantes, alors qu'il s'endormait au son du vent qui soufflait entre les pins, il lui sembla parfois entendre un murmure, comme venu de loin. Un seul mot, répété inlassablement, « liberté ». Partie 2. L'apprentissage de la liberté. Les saisons s'enchaînaient, façonnant peu à peu le corps et l'esprit de William. Dans les hautes terres, grandir n'était pas une affaire d'insouciance. C'était un apprentissage constant, un lent façonnage que les anciens menaient avec la patience des pierres. Chaque journée portait sa leçon, et chaque leçon s'imprimait dans les gestes, les muscles et la mémoire. Les matins commençaient avant le lever complet du soleil. Sir Malcolm tirait son fils du sommeil, et tous deux sortaient dans l'air vif, leurs pas soulevant la rosée des herbes hautes. Il marchait souvent, en silence, car son père lui avait appris que l'oreille attentive perçoit plus
que l'œil distrait. Dans les bois, William apprenait à reconnaître le craquement léger d'une branche qu'un chevreuil vient de fouler, ou le silence soudain qui annonce la présence d'un prédateur. La chasse devint sa première école de patience. L'arc long, taillé dans un bois d'if soigneusement sélectionné, reposait contre son épaule comme une promesse. Il apprit à bander la corde d'un geste sûr, à sentir la tension dans ses doigts et dans ses épaules, à retenir son souffle juste assez pour que la flèche parte dans un élan parfait. Les journées passées à pister le gibier, à se fondre dans l'ombre des pins ou à ramper dans l'herbe humide, forgèrent en lui cette endurance silencieuse qui distingue le chasseur du simple tireur. Mais l'arc n'était qu'un début. L'art du combat occupait une place centrale dans l'éducation d'un fils de clan. À l'écart du village, sur un terrain délimité par des pierres dressées, Sir Malcolm, ses frères et quelques anciens entraînant les jeunes aux armes. William s'initia d'abord au bâton, apprenant à frapper, parer, feinter. Les coups mal ajustés valant une correction immédiate, une tape sèche qui piquait les mains et l'orgueil. Puis vint l'épée d'entraînement, lourde et mal équilibrée, faite pour renforcer les muscles et obliger à trouver le bon geste. La claymore, longue et exigeante, fut pour lui une révélation. Elle réclamait autant de force que de souplesse, et chaque frappe devait être pensée comme un mouvement complet, où l'équilibre du corps comptait autant que la puissance des bras. Ses mains se couvrirent de callosité, ses avant-bras gagnèrent en solidité, et ses gestes en précision. Le bouclier complétait cette formation, large, circulaire, souvent orné des couleurs du clan. Il servait à encaisser, mais aussi à frapper. William apprit à l'utiliser non pas comme une simple protection, mais comme une arme capable de déstabiliser, d'ouvrir une faille. Les exercices consistaient à alterner les coups d'épée et les charges de bouclier, à rester mobile malgré le poids. Les journées d'entraînement s'achevaient souvent autour du feu, avec les anciens qui racontaient des batailles passées. Ces récits en étaient pas seulement faits pour divertir. Ils portèrent des leçons de stratégie, de courage et de prudence. On parlait de héros qui avaient tenu tête à des forces écrasantes, mais aussi d'erreurs fatales commises par ceux qui avaient sous-estimé leur ennemi. Parmi ces voix, celle de son oncle Argyle résonnait avec force. Argyle avait voyagé au-delà des frontières, combattu dans des campagnes lointaines. Il racontait des mers couvertes de navires, des villes aux murailles blanches, des armées venues de terres si éloignées qu'on ne pouvait les nommer qu'en légende. Mais chaque récit se terminait toujours par un retour à la même idée. Peu importe la grandeur de l'ennemi, William, disait-il. Ce qui compte, c'est la cause pour laquelle tu te bats. Et si cette cause est juste, elle te donnera la force de tenir quand tout semblera perdu. L'adolescence de William se déroulait sous ce double enseignement, celui de l'arme et celui de l'esprit. La maîtrise technique n'avait de sens que si elle servait un but plus grand que soi. Dans les veillées d'hiver, sa mère, Margaret, complétait cet héritage en lui transmettant la mémoire du clan, les noms des ancêtres, les histoires de leurs alliances, les promesses qu'ils avaient faites et tenues au prix de leur vie. Mais le monde changeait, et la menace anglaise se faisait plus pressante. Les patrouilles passèrent désormais plus souvent sur les routes, exigeant vivres et hébergement. Leur présence imposait une tension sourde dans les villages. Les habitants baissaient la voix quand les soldats s'étaient proches, et l'on apprenait aux enfants à ne pas répondre aux provocations.
William, lui, observait. Il voyait la manière dont les soldats se comportaient, leur assurance arrogante, la façon dont ils regardaient les maisons, comme si elles leur appartenaient déjà. Un soir, en ramenant du bois, il demanda à son père pourquoi on ne les chassait pas. Parce que frapper trop tôt, c'est perdre avant même d'avoir commencé, répondit Sir Malcolm. La colère est une lame. Si tu la brandis sans réfléchir, elle se retourne contre toi. Mais si tu l'affûtes patiemment, le jour venu, elle coupera net. Au printemps, William participa à sa première grande chasse au sanglier. Ce fut une épreuve à la fois physique et mentale. L'animal, traqué dans la forêt, finit par charger avec une force impressionnante. William, placé sur le flanc, se jeta de côté au dernier moment et planta sa lance dans le flanc de la bête. Le choc lui parcourut tout le bras. Lorsqu'ils rentrèrent au village, son père lui posa une main sur l'épaule, signe rare de reconnaissance. Les années passèrent, et avec elles, l'ombre grandissait. William comprenait de plus en plus que la liberté dont parlaient ses parents et ses oncles n'était pas une chose acquise. Elle était fragile, menacée, et nécessitait une vigilance constante. Le vent des hautes terres semblait parfois lui murmurer la même chose que son père. « Prépare-toi ». Et dans ces murmures, il y avait comme une promesse silencieuse. Le jour viendrait où il devrait se lever, non pas pour lui seul, mais pour tous ceux qui partageaient cette terre. Partie 3. L'étincelle de la rébellion. Les années passèrent, et William, désormais jeune homme, avait pris la stature de ceux que la vie dans les hautes terres avait endurcis. Ses épaules étaient larges, ses mains marquées par le travail et l'entraînement, son regard plus sombre qu'autrefois. Pourtant, sous cette apparence tranquille, quelque chose grondait. L'occupation anglaise, jusque-là diffuse, se faisait de plus en plus pressante. Les patrouilles n'étaient plus seulement de passage. Elles campaient, inspectaient, taxaient. Les bannières étrangères flottaient sur des fortins construits à la hâte, et les ordres des officiers, secs et tranchants, résonnaient jusque dans les villages reculés. Les rumeurs couraient vite. On disait qu'un seigneur local avait été dépossédé de ses terres pour avoir refusé de jurer fidélité au roi Édouard. Un autre avait vu son fils emmené de force pour servir dans une garnison lointaine. Un matin, William accompagna son père au marché du bourg voisin. La place, d'ordinaire bruyante et animée, avait perdu de sa chaleur. Des soldats anglais, armés et en armure, montaient la garde près du puits central. Leurs regards se promenaient sur la foule avec une familiarité froide, comme si tout ici leur appartenait déjà. L'un d'eux, ricanant, renversa d'un geste le panier d'une vieille femme, laissant ses pommes rouler dans la boue. William fit un pas, mais sentit la main ferme de son père sur son bras. Un bref échange de regards suffit. Pas ici, pas maintenant. Les semaines suivantes furent marquées par des humiliations plus directes. Un officier anglais, prétendant collecter un impôt en retard, arriva à la ferme familiale avec 6 hommes. Ils prirent un cheval, 2 sacs de grains, et frappèrent un serviteur trop lent à obéir. William, rentrant de la chasse, trouva sa mère en larmes et son père assis, le visage figé dans un silence tendu. Cette nuit-là, William resta éveillé, fixant le plafond bas de sa chambre, les mâchoires serrées. Puis la tragédie prit un visage familier. Dans le village de Lanark vivait Marianne Braidfute,
une jeune femme que William connaissait depuis l'enfance. Ils s'étaient rapprochés au fil des années, partageant la même indignation face aux abus anglais. Mais un soir, alors que William se trouvait loin, Marianne fut attaquée par des hommes du shérif local, William Hazelrig. Sous prétexte qu'elle avait aidé des rebelles, ils l'emmenèrent. Ce qui suivit fut brutal, et lorsqu'un messager apporta la nouvelle à William, elle avait succombé à ses blessures. Ce fut comme si le monde se rétrécissait autour de lui, ne laissant plus place qu'à un seul point incandescent, la vengeance. Mais cette colère n'était pas un élan aveugle. Elle se concentra, se façonna, devint une lame prête à frapper. La nuit suivante, il réunit quelques hommes de confiance. Ils marchèrent longtemps dans le silence, leurs silhouettes se fondant dans l'ombre des arbres. Le manoir du shérif se dressait au centre d'une cour éclairée par des torches. Wallace donna ses ordres d'un geste. Les archers neutralisèrent les sentinelles. Puis d'un mouvement, ils franchirent la palissade. Le choc du métal résonna, suivi de cris étouffés. William trouva Hazelrig dans ses appartements. L'Anglais eut à peine le temps de se lever avant que la Claymore ne s'abatte. Le sang éclaboussa les tapis et les murs. Les torches renversées mirent le feu aux tentures, et bientôt, le manoir tout entier s'embrasa. Les flammes montèrent haut dans le ciel nocturne, éclairant la vallée comme un brasier de révolte. Ce n'était plus seulement une vengeance, c'était un acte de guerre. Le lendemain, les Anglais déclenchèrent une traque à grande échelle. Les routes furent surveillées, les maisons fouillées. On offrit de l'or pour quiconque livrerait William Wallace. Mais déjà, il n'était plus seul. Des hommes vinrent à lui, seuls ou en petits groupes. Certains avaient perdu des proches, d'autres leur terre. Tous partageaient la même rage. Wallace les accueillit, non comme un chef distant, mais comme un frère d'armes. Ensemble, ils commencèrent à frapper l'ennemi là où ils s'y attendaient le moins. Petits détachements isolés, convois mal protégés, patrouilles imprudentes. Une nuit, rassemblés autour d'un feu, dissimulé dans une clairière, William parla à ses compagnons. Sa voix grave portait dans l'air froid. « Nous n'avons ni leur nombre, ni leur or, mais nous avons ce qu'ils n'auront jamais, la conviction que cette terre est la nôtre. Si nous ne la défendons pas, personne ne le fera à notre place. » Un silence suivit, puis un murmure d'approbation qui devint un grondement. Ce soir-là, un serment fut tacitement scellé. Les collines écossaises devinrent alors leur refuge et leur allié. Elles cachaient leurs pas, amplifiaient leurs cris de guerre, répercutaient le bruit des combats pour semer la confusion. Chaque victoire, aussi modeste soit-elle, gonflait les rangs et nourrissait la légende. Et dans les tavernes comme dans les chaumières, on commença à murmurer le nom de William Wallace avec une nuance nouvelle, non plus seulement comme celui d'un homme, mais comme celui d'une cause. Chapitre 2. L'épée et la flamme. Partie 1. Le premier sang. L'air du matin était vif, presque coupant, et portait cette odeur mêlée de terre humide et de bruyère, écrasée, qui annonçait un jour lourd de sens. Les hommes de Wallace se tenaient à couvert, dispersés dans les rochers et les fourrés qui bordèrent le passage étroit d'une gorge. En contrebas, la route serpentait entre deux parois abruptes, formant un goulot parfait pour un guet-apens. C'était un lieu choisi avec soin, où la nature elle-même semblait vouloir tendre un piège. Depuis plusieurs jours, des éclaireurs avaient rapporté des nouvelles précises.
un convoi anglais quittait Stirling pour rejoindre une garnison isolée au nord. 6 chariots chargés de vivres, de tonneaux de sel, d'armes et de pièces d'argent, escortés par une vingtaine de soldats. Pour Wallace, c'était une cible idéale. Non seulement le butin serait utile, mais l'attaque frapperait les Anglais là où ils se croyaient en sécurité, sur leur propre route. Le plan était simple. Laisser passer l'avant-garde, les enfermer dans le défilé, frapper vite et fort, puis disparaître avant que des renforts ne puissent arriver. Les hommes connaissaient chacun leur rôle. Les archers, positionnés en hauteur, guettaient l'instant où Wallace leur donnerait le signal. Les combattants, au corps à corps, attendaient dans les ombres, les doigts crispés sur le bois de leurs lances ou la garde de leurs épées. Le silence était tendu. On n'entendait que le bruissement du vent dans les fougères et, de loin, le clapotis de l'eau d'un petit ruisseau. Wallace, accroupi derrière un bloc de granit, observait la route. Il pouvait presque sentir la vibration du sol sous ses pieds. Le grondement des roues et des sabots approchait. Les premiers cavaliers apparurent, silhouettes sombres sur le fond gris de la pierre. Leurs cottes de mailles luisaient par intermittence, quand un rayon de soleil perçait les nuages. Derrière eux, les chariots avançaient au rythme lourd des chevaux de trait, escortés par des soldats à pied. Les visages anglais, confiants, semblaient ignorer le danger. Wallace leva lentement la main, paume ouverte vers le ciel. Les archers bandèrent leurs arcs, retenant leur souffle. Puis, d'un geste net, il abaissa le bras. La première volée de flèches siffla dans l'air, se fichant dans les gorges, les coups et les visages. 3 soldats tombèrent aussitôt. Les cris éclatèrent, l'escorte cherchant à se mettre à couvert, mais il n'y avait nulle part où se cacher. Alors, comme une vague déferlant sur le rivage, les Écossais surgirent des rochers et des buissons. Le choc fut brutal. Les lances écossaises transpercèrent les premiers rangs. Les boucliers claquèrent contre les casques et les épées s'abattirent avec la force d'années de rancune accumulée. Wallace, en tête, frappait avec une précision glaciale. Sa claymore décrivait des arcs larges, fauchant les adversaires comme des épis mûrs. Un cavalier tenta de forcer le passage. Wallace esquiva, trancha les sangles de la bride, et le cheval, affolé, projeta son cavalier au sol dans un nuage de poussière. Les cris des blessés se mêlaient au fracas du combat. Les chevaux hennissaient, tirant en vain sur leurs harnais. Les Anglais tentaient de se regrouper, mais l'étroitesse du passage les condamnait. Ceux de l'arrière ne pouvaient avancer. Ceux de l'avant reculaient sous la pression, créant un chaos où chaque homme se battait pour sa survie. En quelques minutes, l'escorte fut brisée. Certains soldats, paniqués, se jetèrent dans le ruisseau qui longeait la route, espérant fuir par l'eau. Le courant glacé emporta plusieurs d'entre eux, leurs armures les entraînant vers le fond. Quand le silence revint, enfin, il était ponctué seulement par le halètement des hommes et le gémissement des blessés. Wallace essuya la lame de son épée sur la tunique d'un soldat tombé, puis donna l'ordre de fouiller les chariots. Les vivres furent rapidement répartis entre les hommes. Une partie serait envoyée au village voisin. Les armes saisies serviraient à équiper les recrues. Quant à l'argent, il serait gardé pour acheter des renforts et payer des informateurs. Mais plus que le butin, c'était l'impact psychologique qui comptait. Wallace se posta sur l'un des chariots renversés et s'adressa à ses hommes, la voix claire
malgré l'effort. Qu'ils sachent que nous ne sommes pas vaincus. Qu'ils sachent que chaque route qu'ils croient sûre peut devenir leur tombe. Ces paroles furent suivies d'un cri puissant, sauvage, liberté. Ce mot roula dans la gorge comme un tonnerre, rebondit sur les parois rocheuses et s'envola dans la vallée, porté par le vent. En quittant la gorge, les hommes savaient que quelque chose venait de changer. Ce n'était pas seulement une victoire, c'était un premier sang versé en pleine lumière, une déclaration ouverte que l'Écosse n'acceptait plus le joug anglais. Et pour Wallace, c'était la certitude que la guerre ne faisait que commencer. Partie 2. Le cri des collines. Après l'embuscade de la gorge, le nom de William Wallace voyagea plus vite que le vent qui balayait les crêtes. Dans les hameaux accrochés aux pentes, au détour des foires, jusque dans les tavernes enfumées, on murmurait l'histoire d'un Écossais qui avait osé frapper l'ennemi sur ses propres routes et qui en était ressorti vivant. Les détails changeaient selon les lèvres qui les rapportaient. Certains disaient qu'il avait abattu 10 hommes de sa propre main, d'autres qu'il avait arrêté un cheval lancé au galop d'une simple prise. Peu importait que la vérité se mêle à la légende. Ce qui comptait, c'est que les Écossais se souvenaient qu'ils n'étaient pas impuissants. Peu à peu, des hommes commencèrent à rejoindre Wallace, d'abord par petits groupes, parfois seuls, arrivant de loin avec pour seul bien une vieille épée, une hache de bûcheron ou même un simple bâton. Ils venaient des Lowlands, des vallées isolées, des rives battues par la pluie. Certains portaient encore la marque des coups reçus lors des réquisitions anglaises. D'autres avaient vu leur ferme brûler, leur bétail emporté, un frère ou un fils pendu pour rébellion. Chacun portait sa colère comme un fardeau, et Wallace sut en faire une arme. Les collines écossaises devinrent leur forteresse. Elles offraient des abris de pierre, des replis étroits où une poignée d'hommes pouvait se dissimuler pendant des jours, des crêtes d'où l'on voyait à des lieues l'avancée des patrouilles ennemies. Wallace connaissait ces terres depuis l'enfance, les sentiers cachés sous la bruyère, les passages où un cheval ne pouvait s'engager, les gués sûrs dans les rivières gonflées par les pluies. Chaque matin, il entraînait ses hommes. Ils apprenaient à se déplacer sans bruit, à se fondre dans le décor, à grimper rapidement une pente raide, à tirer avec précision même en plein vent. Les plus jeunes maniaient l'arc long, leurs doigts marqués par la corde, tandis que les plus robustes s'exerçaient à la pique et au bouclier. Les exercices étaient rudes, mais Wallace encourageait plus qu'il ne punissait. Il savait qu'il fallait que chaque homme se sente partie prenante d'une cause, pas seulement soldat d'une armée. Le soir, les camps improvisés prenaient vie autour des feux. On partageait le pain, les souvenirs, les rires aussi, malgré la dureté des jours. Certains jouaient quelques notes hésitantes sur une flûte en bois, ou faisaient danser leurs mains sur les cordes d'une vieille harpe, et la musique se mêlait au murmure du vent. Wallace passait de groupe en groupe, écoutant les histoires, apprenant les noms. Chacun devait savoir que son chef le considérait comme un frère d'armes. Un jour, un messager du Sud apporta une nouvelle qui fit naître un plan. Une garnison anglaise, postée dans une petite fortification au sommet d'une colline, contrôlait un carrefour stratégique et rançonnait les paysans alentour. Les moines d'un prieuré voisin avaient été dépouillés de leurs réserves d'orge et de fromage. Wallace réunit ses lieutenants. Il fallait frapper vite et fort, mais surtout de manière à inspirer ceux qui subissaient en silence.
Ils partirent à l'aube, profitant d'une brume épaisse. Le plan était simple, attirer une partie de la garnison hors de la forteresse, bloquer le retour des soldats, puis s'infiltrer par un flanc moins surveillé. Des hommes, déguisés en paysans apeurés, vinrent annoncer aux Anglais qu'un troupeau s'était échappé et détruisait des cultures dans la vallée. Comme prévu, la moitié des soldats sortirent, l'air agacé. Pendant ce temps, Wallace et ses meilleurs grimpeurs escaladèrent la pente raide à l'arrière, leurs mains agrippant les roches humides. L'assaut fut rapide. Les sentinelles furent neutralisées avant qu'elles ne puissent donner l'alarme. Dans la cour, un bref combat éclata. Le sergent anglais tenta de résister, mais un coup de bouclier l'envoya à terre. Les derniers hommes encore dans la tour déposèrent les armes en voyant la Claymore de Wallace levée au-dessus de leur chef vaincu. En moins d'une heure, la colline changea de main. Wallace fit tisser une bannière artisanale, un tissu rouge cousu à la hâte, symbole de défi. Les paysans furent invités à monter. On leur rendit ce qui leur avait été pris, et les moines reçurent leurs réserves intactes. Ce geste valait autant qu'une victoire militaire. Il montrait que Wallace ne combattait pas pour sa propre gloire, mais pour redonner à son peuple ce qui lui appartenait. 2 jours plus tard, comme il s'y attendait, une troupe anglaise vint pour reprendre la colline. Mais Wallace avait piégé la pente. Des troncs abattus barraient le chemin. Des fosses camouflées attendaient les chevaux. Les archers, cachés derrière des rochers, décochèrent leurs flèches avec une précision mortelle. Les Anglais, désorganisés, se replièrent en laissant derrière eux plusieurs hommes à terre. Quand le silence retomba, Wallace rassembla ses hommes au sommet et leur parla. Chaque colline, chaque vallon, chaque pierre de cette terre nous appartient. Tant que nous serons prêts à les défendre, aucun roi étranger ne pourra dire que l'Écosse est à lui. Un cri unique s'éleva alors, porté par des dizaines de voix. Liberté. Le vent des hauteurs emporta le mot au loin, jusqu'au hameau qui attendait encore un signe. Ce jour-là, les collines d'Écosse cessèrent d'être un simple paysage. Elles devinrent la voix même de la révolte. Partie 3. L'appel à la nation. Les victoires de Wallace, d'abord modestes et locales, avaient commencé à se propager comme un feu de lande poussé par le vent. Chaque embuscade réussie, chaque fortin repris aux Anglais, chaque convoi intercepté, ajoutait une nouvelle étincelle à l'incendie. Dans les villages, on racontait ses exploits le soir, autour des foyers, parfois en les exagérant, mais toujours avec admiration. Les anciens disaient que, depuis Robert Bruce, jamais un Écossais n'avait incarné à ce point l'espoir d'une nation entière. Mais Wallace savait qu'une poignée de combattants, aussi valeureux soient-ils, ne suffirait pas à libérer le pays. Il fallait rallier, unifier, donner une direction claire à la révolte. Les clans d'Écosse avaient toujours été fiers et divisés, prompts à défendre leur propre terre, mais lents à se rassembler derrière un chef unique. C'était cette barrière-là qu'il devait franchir. Il convoqua ses lieutenants dans un vallon isolé, à l'abri des regards. Une grande carte de cuir était étalée sur une table improvisée. Des pierres, servant de poids, marquaient les positions anglaises connues, les points de ravitaillement, les routes stratégiques.
Wallace posa un doigt ferme sur Stirling. « C'est ici que nous devons frapper. Si nous tenons ce pont, nous coupons la route du nord, aux Anglais. Mais pour y parvenir, il nous faut plus que nos hommes actuels. Il nous faut toute l'Écosse. » Les préparatifs commencèrent aussitôt. Des messagers partirent vers les Highlands, les Lowlands et jusque dans les îles. Chaque porteur de nouvelles connaissait les risques. Être capturé signifiait la corde ou la hache. Pourtant, ils partirent sans hésiter, car le message de Wallace était simple et frappait droit au cœur. Il est temps que l'Écosse se lève. Dans certaines vallées, la réponse fut immédiate. Des chefs de clan vinrent en personne, amenant avec eux des hommes robustes, des arcs longs, des épées héritées de leur père. Ailleurs, les choses furent plus difficiles. Certaines familles avaient juré fidélité au roi d'Angleterre en échange de leur survie, et rompre ce serment pouvait signifier la ruine. Wallace les écouta, mais ne céda pas. Il n'y a pas de paix dans la soumission. Si vous restez immobiles aujourd'hui, demain, vos fils porteront leur couleur et oublieront jusqu'à votre langue. Peu à peu, les rangs grossirent. Les collines résonnaient des pas de nouvelles recrues. Des coups d'essai sur les boucliers, du froissement des capes dans le vent. Les femmes participèrent aussi. Elles fabriquaient des bandages, préparaient des vivres, forgeaient même des pointes de flèches. La révolte cessait d'être une poignée d'hommes armés. Elle devenait le souffle entier d'un peuple. Wallace se rendit dans plusieurs bourgs pour parler directement aux habitants. Les gens se massaient sur les places, serrés les uns contre les autres, malgré la peur d'être vus par les espions anglais. Son discours n'était pas orné de belles phrases. Il parlait comme un homme du peuple, avec la gravité de celui qui sait que chaque mot compte. Nous ne combattons pas pour la gloire, ni pour des terres, ni pour un trône. Nous combattons pour que personne ne décide à notre place de ce que nous devons être. Nous combattons pour que nos enfants grandissent drosques libres sur cette terre qui a vu naître nos pères. Ces paroles touchaient au cœur plus sûrement que n'importe quelle promesse de richesse. Les regards se levaient, les mâchoires se serraient, et souvent, à la fin de ces discours, un cri montait, spontané, puissant, liberté. Ce mot roulait d'une bouche à l'autre, emplissant les ruelles étroites comme une marée montante. Les Anglais, inquiets de cette effervescence, renforcèrent leur garnison et doublèrent leurs patrouilles. Mais cela ne fit qu'alimenter la colère. Chaque nouvelle arrestation, chaque pendaison publique devenait un argument de plus pour rallier les indécis. Wallace savait qu'il marchait sur un fil. Il devait frapper assez fort pour maintenir la flamme, mais éviter de livrer une bataille prématurée qui briserait leurs forces. Un soir, alors que le camp se préparait au repos, Wallace grimpa sur un rocher surplombant la vallée. Le ciel était bas, lourd de nuages qui filtraient la lumière de la lune. Il parla à ses hommes d'une voix grave, posée, presque lente. « Nous sommes plus nombreux aujourd'hui qu'hier, et demain, nous serons plus nombreux qu'aujourd'hui. Mais, souvenez-vous, ce n'est pas le nombre seul qui donne la victoire, c'est la foi que nous avons dans notre cause. Les collines, les rivières, la mer, tout ici nous appartient par droit de naissance. Et tant que nous respirerons, l'Angleterre ne pourra pas nous l'arracher. » Un silence profond suivit, comme si même le vent s'était arrêté pour écouter. Puis, dans l'ombre des tentes, une voix répondit « Pour l'Écosse ». D'autres l'imitèrent, et bientôt, toute la vallée résonna de ce cri. Cette nuit-là, la révolte de Wallace franchit un seuil invisible.
Ce n'était plus seulement un combat d'hommes armés, c'était devenu l'appel d'une nation entière qui s'éveillait. Chapitre 3. La liberté au fer rouge. Partie 1. Stirling Bridge, la danse de la victoire. Le matin du 11 septembre 1287 s'ouvrit dans un brouillard épais, un voile gris qui drapait la rivière Forth et effaçait les contours des collines environnantes. Sur la rive nord, l'armée écossaise attendait, tapie dans l'humidité matinale. Les hommes resserraient les sangles de leurs armures, frottaient la condensation sur leurs arcs, ajustaient la prise sur leurs piques. Au centre, William Wallace, droit, silencieux, scrutait le long pont de bois qui reliait les deux rives. Ce frêle passage serait la clé de la journée. En face, sur la rive sud, s'étendait la force anglaise. Des bannières aux couleurs royales flottaient mollement dans la brume. Des centaines de soldats piétinaient dans l'attente, cavaliers et fantassins mélangés. Sir Hugh de Cressingham, commandant en chef, semblait impatient d'en découdre. Wallace savait que cet empressement serait sa perte. Le plan écossais était simple et audacieux. Laisser les Anglais s'engager sur le pont, étroit au point de ne laisser passer que 2 cavaliers de front, puis frapper quand une partie seulement aurait franchi la rivière, isolant l'avant-garde du gros de l'armée. Les marais entourant la rive nord rendaient toute manœuvre difficile. Si les Anglais s'y enfonçaient, leur armure les alourdirait comme des pierres. Wallace donna ses instructions d'un ton mesuré, presque calme, comme s'il décrivait une danse. Qu'ils avancent, qu'ils croient que nous reculons. Quand leurs casques brilleront au soleil de notre rive, fermez le piège. Les heures passèrent lentement. Le soleil perçait parfois le brouillard, révélant des silhouettes qui semblaient flotter sur l'eau. Puis, enfin, les Anglais commencèrent à avancer. Les premiers chevaux martelèrent les planches du pont, suivis de fantassins lourdement armés. Wallace fit signe à ses hommes de se tenir prêts, mais aucun ne bougea. Les Écossais, dissimulés derrière les replis de terrain, semblaient avoir disparu. L'avant-garde anglaise posa pied sur la rive nord. Encore un instant, et elle serait hors de portée de tout secours. Alors, Wallace abaissa sa main. D'un coup, les collines s'animèrent. Des dizaines d'archers surgirent de leur position et décochèrent une pluie de flèches qui s'abattit sur les rangs serrés. Les cris éclatèrent, mêlés au fracas des lances qui s'abaissèrent. Les piquiers écossais chargèrent, formant une haie impénétrable. Les chevaux anglais, affolés, se cabrènent, incapables d'avancer ou de reculer sur le terrain boueux. Derrière eux, d'autres soldats tentaient de franchir le pont, mais l'embouteillage était complet. Les planches grinçaient sous le poids, et certains, paniqués, trébuchaient et tombaient dans la rivière, entraînés par le courant glacé. Wallace, au cœur du tumulte, maniait sa clé mort avec la précision d'un maître d'armes. Chaque coup porté, chaque mouvement avait un but. Autour de lui, ses hommes criaient « pour l'Écosse » et leur voix couvrait même le mugissement du vent. L'avant-garde anglaise fut bientôt submergée. Ceux qui tentèrent de se replier se heurtèrent à la masse de leurs propres troupes encore sur le pont. L'eau de la Forth devint trouble et rougeâtre, charriant casques et lances brisés. Cressingham, resté sur la rive sud, comprit trop tard la ruse de Wallace. Incapable de reformer ses lignes, il donna l'ordre de battre en retraite, mais la confusion était totale. Les Écossais poussèrent leur avantage.
Certains coupèrent les planches du pont, isolant définitivement les derniers Anglais restés sur la rive nord. Pris au piège, encerclés, ils furent contraints de se rendre ou de mourir là. Quand le tumulte s'apaisa, enfin, le silence sembla irréel. Le brouillard se dissipait, laissant apparaître le champ de bataille. Des armes éparses, des corps étendus, le pont brisé en son milieu. Les Écossais, haletants, se regardaient avec un mélange d'épuisement et d'incrédulité. Ils avaient vaincu. Wallace fit rassembler ses hommes sur une petite hauteur. Sa voix portait, grave et claire. Aujourd'hui, nous avons montré que l'Écosse peut repousser un empire. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'une bataille. La guerre est encore devant nous. Les hommes répondirent par un cri qui fit vibrer l'air. Liberté. Ce mot franchit la rivière, se perdit dans les collines et alla, peut-être, jusqu'aux oreilles des paysans qui attendaient des nouvelles au loin. La victoire de Stirling Bridge ne fut pas seulement un succès militaire, ce fut un symbole éclatant. Les Écossais avaient affronté l'Angleterre sur un terrain choisi et l'avaient vaincu par la ruse et la détermination. L'histoire de ce jour-là commencerait à se répandre dès la tombée de la nuit, et, avec elle, l'image d'un chef qui savait transformer les rivières et les ponts en alliés. Wallace, lui, ne savourait pas. Déjà, son esprit se tournait vers la suite. L'Angleterre ne laisserait pas cet affront impuni, et il savait que le plus dur restait à venir. Partie 2. Héros d'Écosse. La victoire de Stirling Bridge s'étendit à travers l'Écosse comme une onde dans un lac tranquille, gagnant en force à chaque récit, en éclat à chaque bouche qui la comptait. Dans les bourgs et les villages, on parlait de l'homme qui avait tenu tête à l'Angleterre et l'avait forcé à reculer. Les enfants imitaient ses gestes avec des bâtons. Les anciens évoquaient son nom comme celui des héros d'antan, et même ceux qui doutaient encore se surprenaient à espérer. Wallace, pourtant, ne se laissa pas enivrer par la gloire. Il savait que le prestige est une arme à double tranchant. Il attire les soutiens, mais aussi l'attention implacable de l'ennemi. Il passa les jours qui suivirent à réorganiser ses forces, à soigner les blessés, à renforcer les positions stratégiques. Les collines autour de Stirling devinrent un bastion improvisé, chaque sentier, chaque gué étant désormais surveillé par des éclaireurs. Rapidement, les chefs de clan affluèrent pour le saluer. Certains venaient par conviction, d'autres par calcul, conscients que s'unir à lui pouvait rapporter prestige et influence. Wallace les recevait tous avec le même mélange de fermeté et de respect. Lors de ces rencontres, il ne se présentait pas comme un roi ou un seigneur, mais comme le gardien de l'Écosse, un titre qui, bientôt, lui fut officiellement attribué. C'était plus qu'un honneur, c'était une responsabilité qui liait son destin à celui de tout un peuple. La cérémonie eut lieu dans une grande salle de pierre, à la lumière tremblante des torches. Des bannières aux couleurs des clans pendèrent des poutres, et les visages attentifs reflétaient un mélange de fierté et de gravité. Un ancien, la barbe blanche comme la neige des cimes, s'avança avec une épée et un bouclier décorés du sautoir écossais. Il les remit à Wallace en prononçant des paroles solennelles. « Par la volonté des clans et au nom du peuple, nous te reconnaissons, gardien du royaume d'Écosse, défenseur de sa liberté et de sa dignité. » Wallace inclina la tête, recevant l'hommage non comme une couronne,
mais comme un fardeau accepté. Quand il prit la parole, ce fut d'une voix ferme, presque rude. « Ce titre n'est pas pour ma gloire, mais pour notre cause. Tant que je respirerai, je défendrai cette terre contre quiconque cherchera à la soumettre. Mais sachez-le, ce combat ne pourra être gagné que si nous restons unis. Les vieilles querelles doivent mourir ici, aujourd'hui. » Ces mots frappèrent juste. Des mains se tendirent, des haines anciennes furent mises de côté, au moins pour un temps. L'Angleterre, en observant ces signes d'unité, comprit que Wallace n'était pas un simple chef rebelle. Il était devenu le visage d'un mouvement national. Les mois suivants furent consacrés à consolider les positions et à porter la guerre au sud. Wallace mena plusieurs raids en territoire anglais, frappant vite et disparaissant avant que des renforts puissent arriver. Ces incursions, bien que brèves, marquaient les esprits. Elles montrèrent que l'Écosse n'était pas seulement sur la défensive, mais capable de porter le combat chez l'ennemi. Dans les bourgs libérés, les habitants accueillaient les hommes de Wallace avec des cris de joie et des présents modestes, du pain chaud, des outres de bière, des couvertures tissées. Les enfants couraient derrière les chevaux, et certains paysans offraient spontanément leurs outils ou leurs charrettes pour aider l'effort de guerre. Chaque village, ainsi rallumé, devenait un point d'appui, un foyer où l'idée de liberté prenait racine. Pourtant, derrière ces victoires, Wallace voyait poindre l'ombre de défis plus grands. Les nobles Écossais, bien qu'impressionnés, restaient méfiants. Beaucoup étaient liés à l'Angleterre par des traités ou des intérêts commerciaux. Wallace savait que certains d'entre eux préféreraient composer avec l'ennemi plutôt que de risquer leurs terres dans une guerre totale. Cette méfiance mutuelle, il la portait comme une armure invisible, consciente qu'elle pourrait se fissurer au premier revers. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à poudrer les collines, Wallace se tint seul au sommet d'un promontoire. En contrebas, les feux du camp scintillaient, ponctués de rires et de chansons. Il laissa son regard courir jusqu'à l'horizon, là où la nuit engloutissait les plaines. Derrière cette obscurité, il savait que l'Angleterre se préparait déjà à répondre. « Nous avons gagné une bataille », murmura-t-il pour lui-même. Mais la guerre ne fait que commencer. Ces mots, personne ne les entendit, mais ils résumaient toute la lucidité de l'homme. Il ne se faisait pas d'illusions sur la force de l'adversaire, ni sur la fragilité de leur position. Et pourtant, au fond de lui, brûlait cette certitude. Tant qu'il resterait debout, il incarnerait ce souffle de liberté que rien, pas même la puissance d'un empire, ne pourrait totalement étouffer. Ce soir-là, alors que le vent froid cinglait son visage, William Wallace n'était pas seulement le gardien du royaume. Il était devenu, aux yeux de son peuple, le symbole vivant de l'Écosse elle-même. Partie 3. Les ombres de Falkirk. L'été 1298 s'annonçait lourd, non seulement par la chaleur qui stagnait dans les vallées, mais aussi par la menace qui pesait sur toute l'Écosse. Depuis Stirling, l'Angleterre préparait sa riposte. Le roi Édouard Ier en personne rassemblait une armée massive, chevaliers bardés de fer, archers gallois réputés pour leur précision mortelle, fantassins aguerris. On disait que chaque village du nord de l'Angleterre avait contribué hommes et vivres à cette expédition. Wallace, désormais gardien du royaume, savait que le choc serait inévitable.
mais il espérait encore éviter un affrontement direct. Sa stratégie reposait sur la mobilité. Harceler l'ennemi, couper ses lignes de ravitaillement, l'user jusqu'à ce qu'il se retire de lui-même. Cependant, tous ne partageaient pas cette prudence. Certains nobles Écossais, impatients de défendre leur honneur, pressaient pour une bataille rangée. Cédant à cette pression et craignant de perdre leur soutien, Wallace consentit à faire face aux Anglais près de Falkirk, là où des collines et des marais pouvaient limiter l'avantage de leur cavalerie. À l'aube du 22 juillet, l'armée écossaise prit position. Wallace disposa ses hommes en schiltron. Ces grandes formations circulaires, hérissées de longues piques, conçues pour briser les charges de cavalerie. Entre ces cercles humains, il plaça des archers et des fantassins plus légers. Les marais sur un flanc, une colline sur l'autre, tout semblait prêt à contenir la marée anglaise. De l'autre côté du champ, la vision était terrifiante. Les bannières anglaises flottaient au-dessus d'une mer d'armures et de lances. Les archers gallois prenaient déjà position, alignant leurs arcs longs, leurs carquois pleins. On racontait que ces hommes pouvaient percer une côte de mailles à 200 pas. Wallace observait, impassible en apparence, mais il savait que ces archers seraient la clé de la journée. Le fracas commença par une pluie de flèches. Les traits sombres sifflaient dans l'air avant de s'abattre sur les schiltrons. Les piquiers, serrés les uns contre les autres, encaissaient, leurs boucliers levés, mais chaque volée arrachait des vies. Les archers écossais, moins nombreux et à portée réduite, peinaient à répondre. Puis vint la cavalerie anglaise. Les chevaux, massifs et bardés de fer, se lancèrent dans une charge tonitruante, leurs sabots soulevant la poussière. Les premiers rangs frappèrent de plein fouet les piques écossaises. Des cavaliers et leurs montures s'empalèrent, roulant au sol dans un mélange de cris et de métal. Mais les assauts se succédaient, et chaque fois, les cercles écossais se resserraient un peu plus. Les hommes, poussant des grognements d'effort, leurs mains saignantes sur le bois des lances. Wallace circulait à cheval entre les lignes, criant des encouragements, rappelant à chacun que tenir signifiait vivre, céder signifiait mourir. Sa présence, haute silhouette au milieu de la mêlée, galvanisait ses troupes, mais l'ennemi, implacable, avançait. L'après-midi, la situation devint critique. Les archers anglais, toujours à distance, continuaient de faucher les rangs. Là où un homme tombait, un vide s'ouvrait dans le schiltron, vite exploité par les fantassins adverses. Malgré la résistance acharnée, certaines formations commencèrent à céder. Wallace ordonna une retraite ordonnée vers la colline, espérant sauver le plus de vies possible. La retraite se transforma vite en combat désespéré. Les Anglais, sentant la victoire à portée de main, redoublèrent de férocité. Les Écossais, épuisés, reculaient pas à pas, couverts par quelques groupes qui se sacrifiaient pour ralentir la poursuite. La rivière de sang versée ce jour-là marquerait longtemps les mémoires. Lorsque la nuit tomba enfin, Wallace avait perdu près de la moitié de ses hommes. Falkirk était une défaite et chacun le savait. Mais ce n'était pas une déroute. Grâce à la discipline des schiltrons et à la retraite coordonnée, une partie de l'armée survécut pour continuer la lutte. Dans le silence du Ken, Wallace parcourut les rangs, posant une main sur l'épaule des blessés, échangeant un mot avec ceux qui pleuraient un frère ou un ami. Ses propres traits étaient marqués par la fatigue et la douleur, mais sa voix resta ferme
Aujourd'hui, ils ont cru nous briser, mais tant que nous respirerons, ils n'auront pas gagné. Ce n'est pas la fin. » Ces mots, simples mais porteurs d'une détermination farouche, rallumèrent une flamme vacillante. Car même dans l'ombre de Falkirk, Wallace demeurait l'homme qui refusait de plier. Et tant qu'il tiendrait debout, l'Écosse aussi. Chapitre 4. Le dernier souffle de liberté. Partie 1. L'exil et la traque. Après Falkirk, l'Écosse portait ses plaies à ciel ouvert. Les collines, qui avaient résonné des cris de victoire, n'entendaient plus que les murmures prudents des survivants. Les Anglais reprirent plusieurs forteresses, renforcèrent les garnisons, imposèrent à nouveau leurs lois avec une dureté redoublée. Les seigneurs hésitants, qui s'étaient joints à Wallace après Stirling, se détachèrent peu à peu, cherchant à préserver leur domaine. Wallace comprit que rester à découvert serait offrir sa tête à l'ennemi. Il abandonna le titre de gardien du royaume, non par faiblesse, mais pour préserver la cause. Officiellement, il n'était plus à la tête de l'armée, mais dans les faits, il continuait de guider les résistants depuis l'ombre. Les campagnes d'Angleterre devenaient plus risquées. Les patrouilles fouillaient les bois, les villages étaient surveillés, les routes truffées d'espions. Il se fit voyageur fantôme. La nuit, il franchissait les cols de montagne, longeait les rivières à gué, dormait dans des granges ou sous les étoiles. Parfois, il trouvait refuge chez des paysans fidèles qui risquaient leur vie en l'accueillant. Une vieille femme lui offrit un bol de soupe chaude dans une chaumière battue par le vent, sans dire un mot, mais son regard trahissait une foi inébranlable. Wallace se nourrissait de ces gestes simples autant que du pain qu'on lui tendait. Mais la traque anglaise ne faiblissait pas. Édouard Ier avait mis un prix considérable sur sa tête. Or, terres et titres pour quiconque livrerait William Wallace, mort ou vif. Cette promesse attira non seulement des chasseurs de primes, mais aussi des traîtres potentiels parmi ceux qui l'avaient autrefois acclamé. Wallace le savait, et chaque poignée de main, chaque regard prolongé devenait un pari silencieux. Pour échapper à l'étau, il prit la route vers la France. Certains disent qu'il espérait rencontrer le roi Philippe IV pour obtenir soutien et hommes. D'autres qu'il cherchait simplement un répit, un lieu où reprendre haleine. La traversée fut périlleuse, vent contraire, navires anglais croisant au large, port surveillé. Il atteignit finalement les côtes françaises, où il fut accueilli avec une curiosité mêlée de méfiance. La cour de France, occupée à ses propres affaires, ne lui offrit ni armée ni or. Mais Wallace gagna des alliés parmi les chevaliers et mercenaires qui admiraient sa ténacité. Les banquets où il racontait, d'une voix grave, la lutte écossaise, laissaient un silence respectueux dans les salles. Pourtant, il savait que les mots seuls ne suffiraient pas à libérer sa terre. Les mois passèrent, et l'appel de l'Écosse se fit plus fort. Des nouvelles parvinrent, des poches de résistance tenaient encore, mais elles manquaient de direction. Certains murmuraient que Wallace devait revenir, que lui seul pouvait rallumer la flamme. Malgré les dangers, il prit la décision de rentrer. Son retour fut discret. Par petites étapes, il rejoignit les côtes, évitant les grands ports. Dans un navire marchand battu par les vents, il traversa de nouveau la mer, le visage masqué par une capuche. Lorsqu'il mit pied sur le sol écossais, ce fut sur une plage déserte, balayée par les embruns. Là, il respira profondément l'air salé et froid.
et jura de ne pas laisser cette terre tomber sans combattre encore. Mais l'ennemi était prêt. Les Anglais avaient infiltré le pays d'espions. Chaque village pouvait cacher un informateur, chaque campement un traître potentiel. Wallace se déplaçait de nuit, changeait souvent de chemin, utilisait les bois comme un manteau. Il reprit contact avec les chefs fidèles, organisant de petites opérations contre des postes isolés. Ses coups de main rappelaient aux Anglais que le gardien n'était pas mort, mais ils attiraient aussi plus de chasseurs à ses trousses. Un soir, alors que la lune se levait derrière les nuages, Wallace confia à un compagnon de longue date « Je sais qu'ils finiront par m'encercler, mais tant qu'il reste une épée levée pour l'Écosse, alors ma vie aura valu d'être vécue. » Il ne savait pas à quel point ces mots se révéleraient prophétiques, car dans l'ombre, les filets se resserraient, tissés autant par la haine de l'ennemi que par les mains de ceux qui jadis l'avaient applaudi. Partie 2. La capture. Les semaines qui suivirent le retour de Wallace furent un jeu dangereux, un va-et-vient incessant entre coups portés à l'ennemi et échappées silencieuses à travers les collines et les bois. L'homme connaissait chaque sentier caché, chaque gué discret, chaque bosquet capable de dissimuler une poignée d'hommes. Pourtant, il sentait que le cercle se refermait. Les Anglais ne se contentaient plus d'envoyer des troupes, ils achetaient des consciences. La trahison vint de là où ils ne l'attendaient pas. Sir John Menteith, un noble Écossais, avait autrefois combattu sous la même bannière. Les raisons exactes de sa trahison restent voilées. Promesses d'or, pression politique, rancune personnelle. Peut-être un mélange de tout cela. Toujours est-il que Menteith avait juré fidélité à Wallace et que cette fidélité se mua en un piège. Une nuit d'août, 1805, Wallace se trouvait près de Glasgow. Il avait accepté l'hospitalité d'un petit manoir appartenant à un sympathisant, croyant y trouver un court répit. La pluie tombait sans relâche, martelant les tuiles et noyant les bruits extérieurs. Dans la grande salle, quelques torches diffusaient une lumière vacillante sur les pierres humides. Wallace, assis près du feu, polissait machinalement sa claymore. Ses compagnons, fourbus, s'étaient déjà assoupis. Les premiers signes du danger furent presque imperceptibles. Un craquement étouffé, un souffle retenu dans l'obscurité du couloir. Puis, soudain, la porte vola en éclats. Des soldats anglais, suivis d'hommes de Menteith, envahirent la pièce. Wallace bondit sur ses pieds, l'épée déjà levée. Le combat fut bref, mais d'une intensité fulgurante. Wallace abattit 2 assaillants avant qu'ils ne puissent le saisir. Sa claymore décrivait de larges arcs lumineux dans la lueur des torches, frappant l'acier et la chair avec la même détermination. Mais le nombre était contre lui. Des mains se refermèrent sur ses bras. D'autres le frappèrent à coups de crosse. Un casque vint heurter sa tempe, lui brouillant la vue. On raconte qu'il continua de lutter, même à genoux, refusant de lâcher prise. Il fallut 4 hommes pour lui arracher son épée. Enfin désarmé, il fut plaqué au sol, les poignets liés derrière le dos par des chaînes épaisses. Malgré la douleur, il releva la tête et planta son regard dans celui de Menteith, qui se tenait dans l'ombre. « Je ne pensais pas que l'Angleterre avait besoin de se payer un Écossais pour me vaincre, » dit-il d'une voix grave, lente, presque dédaigneuse. Menteith ne répondit pas. Peut-être détourna-t-il les yeux. Les soldats tirèrent Wallace hors du manoir, le poussant dans la boue détrempée.
La pluie glaciale lui coulait sur le visage, mais il marchait droit, sans un gémissement, chaque pas comme un défi silencieux. Le voyage jusqu'à Londres fut long et humiliant. Enchaîné, exposé aux regards, il traversa villages et cités sous les huées de certains et les larmes d'autres. En Écosse, la nouvelle de sa capture se répandit comme une ombre portée. Certains murmuraient qu'il était perdu, d'autres juraient que même emprisonné, il resterait invaincu dans l'âme. À mesure qu'il approchait de Londres, l'accueil se fit plus hostile. Les rues se gorgeaient de curieux venus, voir l'ennemi du roi. Cet homme qui avait osé défier un empire. Wallace, sale, amaigri par les privations, gardait pourtant une posture droite. Les chaînes n'étaient qu'un poids sur ses poignets, non sur son esprit. Lorsqu'enfin les lourdes portes de la tour de Londres se refermèrent derrière lui, le silence tomba. Les murs froids et épais semblaient absorber chaque son. Là, dans une cellule étroite, où l'air sentait l'humidité et la pierre, William Wallace attendit son sort. Aucun barreau, aucune porte ne pouvait lui faire oublier qu'au-delà de ces murs, l'Écosse vivait encore, et qu'il avait semé en elle une graine que nul roi ne pourrait arracher. Partie 3. Le jugement et le sacrifice. Le 23 août 1305, Londres se réveilla dans une agitation inhabituelle. Dès l'aube, les rues se remplirent d'une foule pressée de voir le prisonnier dont on parlait depuis des semaines. William Wallace, l'Écossais rebelle, le gardien déchu. Les cloches tintaient au loin, et une rumeur, pareille au grondement d'une mer lointaine, montait des ruelles pavées. Dans sa cellule de la tour, Wallace se leva au son des verrous qu'on faisait sauter. Ses gardiens, cuirasses ternies, le saisirent par les chaînes. Le métal mordait ses poignets, mais il ne montra rien. On lui jeta un manteau grossier sur les épaules avant de l'emmener dehors. L'air frais du matin lui caressa le visage, mêlé à l'odeur âcre de la ville. On le plaça sur une charrette, les mains toujours liées, et le cortège s'ébranla vers Westminster Hall. La foule se pressait des deux côtés, certains hurlant des insultes, d'autres plus discrets, inclinant la tête en signe de respect. Wallace regardait droit devant lui, sans un mot, son regard fixé sur un point invisible au loin. Ce silence, plus que n'importe quel cri, imposait une forme de dignité que même ses ennemis semblaient ressentir. À Westminster Hall, le procès se tint rapidement, presque comme une formalité. Les accusations étaient déjà prêtes. Trahison contre le roi d'Angleterre, meurtre, pillage. Wallace écouta, impassible, jusqu'à ce que le juge l'accuse de trahison envers Édouard Ier. Alors, il leva la voix, grave et ferme. « Je n'ai jamais prêté serment au roi d'Angleterre. Comment pourrais-je le trahir ?» Ces mots flottèrent un instant dans l'air, frappant d'un éclat glacé l'assemblée. Mais le verdict était décidé d'avance. Le juge prononça la sentence, mort par pendaison, éviscération et écartèlement. Un supplice conçu non seulement pour tuer, mais pour humilier et effacer jusqu'au souvenir de celui qui le subissait. On le ramena dans les rues, cette fois à pied, traîné derrière des chevaux sur une claie de bois. Le bois grinçait sur les pavés, soulevant de la poussière qui se mêlait à la sueur et au sang séché. Les gens se penchaient aux fenêtres. Certains se signaient, d'autres lançaient des détritus. Wallace ne répondit ni aux insultes, ni aux crachats. Sa respiration restait calme, presque mesurée. Arrivé à Smithfield, le lieu de l'exécution, il leva les yeux vers le ciel.
des nuages lourds s'amoncelaient, filtrant une lumière pâle. On lui retira ses chaînes pour l'attacher à la potence. La corde se serra autour de son cou, mais il garda la tête haute. Les bourreaux accomplirent leur office avec la brutalité froide d'hommes habitués à la tâche. Chaque geste visait à briser l'homme autant que le corps. Les chroniques rapportent qu'il ne cria pas, même lorsque le supplice atteignit son paroxysme. Peut-être pensa-t-il à ces collines écossaises, à l'odeur des bruyères, au vent qui glissait sur les lochs. Peut-être revit-il le visage de ses compagnons tombés à Stirling ou à Falkirk. Ou peut-être, tout simplement, il demeura dans ce silence farouche qui avait toujours été son armure. Lorsque tout fut terminé, ses restes furent dispersés aux quatre coins du royaume. Un avertissement à quiconque oserait suivre son exemple. Mais cet acte de terreur eut l'effet inverse de celui espéré. Au lieu d'effacer son nom, il l'inscrivit plus profondément dans la mémoire des hommes. En Écosse, la nouvelle se répandit comme une braise portée par le vent. Dans les chaumières, les tavernes et les châteaux, on racontait comment Wallace avait affronté son destin sans plier. On le peignait déjà en martyr, en héros immortel. Les paysans murmuraient que tant qu'il y aurait un Écossais pour se souvenir de lui, la liberté ne mourrait pas. Ainsi se termina la vie de William Wallace, mais non son histoire. Les générations suivantes portèrent encore son nom sur leurs lèvres, non comme celui d'un vaincu, mais comme celui d'un homme qui avait osé se dresser, seul parfois, contre la plus puissante couronne d'Europe. Et dans le vent qui souffle sur les hautes terres, certains disent qu'on peut encore entendre porter de vallée en vallée ce mot qu'il avait crié sur tant de champs de bataille. « Liberté !» Il est des vies qui ne se mesurent pas à leur durée, mais à l'empreinte qu'elles laissent dans le cœur des hommes. William Wallace n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'Écosse libre, mais il a vécu assez pleinement pour incarner, à lui seul, l'idée même de liberté. On se souvient de lui comme d'un géant de courage, un homme qui maniait la Claymore comme une extension de son âme, mais aussi comme d'un esprit indomptable, capable de soulever un peuple par la seule force de ses mots et de son exemple. Ses prouesses à Stirling Bridge, son audace dans les campagnes contre l'Angleterre, son refus obstiné de plier devant un roi étranger. Tout cela tisse la légende qui a traversé les siècles. Mais au-delà des batailles et des victoires, Wallace fut un homme. Il connut l'amitié et la trahison, la gloire et la solitude. Il marcha dans la boue des plaines comme sur les pierres des grandes salles, parlant avec les paysans comme avec les nobles. Il n'était ni invincible ni immortel, mais son refus de se soumettre fit de lui un symbole que même la mort ne put éteindre. Et lorsque le vent court sur les collines d'Écosse, glissant entre les bruyères et caressant les lochs, il porte encore l'écho de son combat. Car William Wallace n'était pas seulement un chef de guerre, il était la voix d'un peuple qui, face à l'ombre des empires, osa dire d'une voix claire et inébranlable: « Nous ne serons jamais esclaves. » Merci d'avoir voyagé avec moi ce soir, à travers les pages de l'histoire. J'espère que ce récit vous a apaisé et fait rêver. N'oubliez pas de vous abonner à Histoires au crépuscule pour découvrir de nouvelles aventures qui vous accompagneront vers un sommeil serein. Prenez soin de vous et à très bientôt.